Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. T'as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Aujourd'hui, c'est une date, c'est vrai que c'est pas l'histoire, mais c'est une date importante ça, pour l'Europe. C'est quand même le 8 mai 1945. Oui, le 8 mai 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas la fin de la Grande Guerre patriotique. C'est quoi la Grande Guerre patriotique? C'est comme ça que les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale. Ils l'appellent la grande. Pour eux, la Grande Guerre patriotique, c'est la guerre où les Russes ont vaincu les nazis. D'accord. Pour les Européens, l'Europe occidentale, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais pour les nazis capitulent avec les Russes. Les nazis capitulent avec les Américains, les Britanniques et les Français le 8 mai. D'accord. Et ils capitulent avec les Russes le 9 mai. Les Russes ne faisaient pas partie des Alliés. Si, mais le problème c'est que... Pourquoi c'est divisé le 8 et le 9? Parce que les Américains n'avaient pas prévenu les Russes de la signature de l'armistice. Et donc, quand l'état-major allemand va signer l'armistice avec les Américains, Staline, lorsqu'il apprend la nouvelle à travers les journaux, va être complètement furieux. Parce qu'il estimait que, et il avait raison, les premiers à être entrés à Berlin, ce sont les Russes. Ceux qui ont apporté un coup décisif à la victoire contre les nazis, ce sont les Russes. Ceux qui ont payé le plus lourd tribut en perte de vie humaine lors de cette guerre-là, ce sont les Russes. Et donc pour Staline, ce manque de reconnaissance, en fait, la signature unilatérale des Américains avec les Allemands de l'armistice le 8 mai 1945 a été vécu par Staline, par les Russes, comme un manque de respect total. Et c'est la raison pour laquelle eux, ils ont dit aux Allemands qu'ils ne reconnaissaient pas cet armistice-là et ils ont donc exigé d'avoir leur propre cérémonie à eux. C'est comme ça que le lendemain, le 9 mai 1945, donc les Allemands ont de nouveau signé un nouvel armistice, mais cette fois-ci, devant l'amiral et depuis Zhukov, cette date, chaque 9 mai, la Russie fait une parade militaire. Voilà, c'est l'équivalent de... C'est une fête aussi importante que la fête d'indépendance, par exemple. C'est vraiment la fête la plus importante de l'année en Russie. Et donc, comme toutes les fêtes d'indépendance, il y a une parade militaire. Mais ce n'est pas une indépendance? Non, comme les fêtes nationales. Je voulais dire une fête nationale. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas une fête nationale. Si on regarde bien, la Russie était déjà indépendante. Non, c'est les nazis avaient envahi? C'est une fête nationale parce qu'elle est commémorée sur l'ensemble du territoire. Les nazis avaient envahi la Russie? Non, jamais. Oui, ils avaient tenté. Ils étaient arrivés jusqu'à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à l'époque Stalingrad. Et c'est justement à l'époque, lorsque, en 1941, les Allemands lancent ce qu'ils ont appelé l'opération Barbarossa. Ils décident donc, en fait... Mais ça avait échoué. Oui, parce que Hitler avait sous-estimé la capacité de résistance des Russes. Il avait mésestimé certaines réalités du terrain. Le froid, le climat, la boue, avec tous ces corollaires. Et puis, il avait mésestimé la capacité de résistance des Russes. Parce que les Russes, on ne le dit pas assez, mais ils ont bénéficié énormément de l'aide militaire américaine. En fait, ce qui se produit là, en Ukraine, c'est exactement ce qui s'était produit sur la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Américains n'étaient pas venus se battre en Russie, mais ils avaient massivement aidé la Russie financièrement et matériellement. Ils envoyaient des armes, de l'argent à la Russie. C'est comme ça que la Russie avait tenu. Et entre août 1941 jusqu'en octobre 1942, donc quand on entre maintenant dans la phase de l'hiver, en 42, un hiver rude. Quand on dit l'hiver, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois en France. Là-bas, l'hiver, c'est moins 40, moins 50 degrés. Et donc, aussi bien les équipements, aussi bien les corps des soldats allemands n'étaient pas habitués à de telles températures. Mais Hitler, puisque avec le Blitzkrieg, la guerre éclair. La guerre éclair, il était parvenu à dominer la moitié de l'Europe. Il s'est donc dit qu'en procédant de la sorte, rapidement, il devait conquérir la plupart des territoires. Et quand on nous enseigne ça en terminale, on ne nous dit pas que
Les États-Unis avaient donné les armes à la Russie. Oui, mais là, maintenant, moi, je le sais parce que j'ai fait des recherches personnelles un peu plus approfondies. Et donc, les Américains ont massivement aidé la Russie durant la guerre. C'est pour ça que lorsque les Allemands capitulent, qu'est-ce que les Russes font? Eh bien, ils démantèlent les usines allemandes et ils les transfèrent en Russie. D'accord? Donc, il faut savoir que l'Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, était le pays le plus industrialisé d'Europe. D'accord? C'était vraiment un pays industriel. Et donc, les Russes qui n'avaient pas cette industrie-là, quand ils vont conquérir l'Allemagne, ou du moins la moitié, la partie est de l'Allemagne, toutes les usines qu'il y avait dans les grandes villes, ils vont démanteler ces usines-là et les transférer en Russie. Mais non, c'est en 1945 qu'on construit le mur de Berlin? Non, le mur de Berlin, c'est au début des années 60. C'était pour, je ne me rappelle plus exactement quand, c'était pour justement limiter la saignée des Allemands qui quittaient la partie Est pour aller se réfugier. La partie Est était communiste. Oui, la partie Est était communiste, ce qu'on appelait la République fédérale allemande. La République démocratique allemande, pas. La République démocratique allemande, c'était la partie qui était gérée par la Russie. Et tu avais la République fédérale allemande qui était plutôt occidentale. Voilà. D'accord. Ce matin, on va parler de quoi? On va revenir sur le sacre de Charles III qui s'est déroulé le week-end dernier. Alors, il faut savoir qu'en soi, pour les Britanniques, pour ceux qui s'intéressent à la famille royale, c'était un événement totalement inédit. D'abord par la rareté, c'était un événement exceptionnel parce que la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1953, donc il y avait 70 ans de cela. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on espérait un peu avoir, à travers les grands moments symbolique de cette cérémonie de sacre-là, essayer de voir comment est-ce que les uns et les autres allaient se comporter durant cette cérémonie-là. Est-ce que, par exemple, on allait voir un resserrement de la famille royale autour du roi Charles III, c'est-à-dire que Harry et Meghan, qui sont considérés un peu comme des moutons noirs de la famille royale, comment est-ce qu'ils devaient se comporter, comment est-ce qu'allait se comporter le prince William, qui est déjà le prince héritier au trône avec son épouse, et puis l'ensemble de la famille royale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on devait aussi voir le déroulé de la cérémonie, parce qu'il faut savoir que cette cérémonie-là se produit 8 mois après le décès d'Élisabeth II, et conformément, si tu veux, aux usages britanniques, qui disaient qu'après la période de deuil de 8 mois, donc elle est décédée en juin de l'année dernière, et donc il fallait, en septembre de l'année dernière, il fallait donc évidemment procéder à la cérémonie d'intronisation de Charles III. Et ça se fait dans un contexte particulier parce qu'il faut savoir que les Britanniques ont véritablement de problèmes économiques et sociaux, notamment à cause de la flambée des prix. Il faut savoir que l'inflation a grimpé de 11% entre l'année dernière et maintenant. Si on prend des produits alimentaires, là encore l'inflation tourne aux alentours de 15%, parfois 20%. Et sur même certains produits, c'est allé jusqu'à 30%. Donc, les Britanniques ont véritablement du mal à joindre les deux bouts. Et il était aussi intéressant de voir comment est-ce qu'ils allaient réagir à cette cérémonie d'intronisation, surtout pour savoir combien est-ce que ça allait leur coûter. Parce que c'est le contribuable britannique qui finance la cérémonie du sacre, ce ne sont pas les deniers personnels du roi. Et puis, on allait aussi voir un peu comment est-ce que de manière globale, ceux qui sont contre l'idée d'une monarchie, comment est-ce qu'ils vivaient, ils allaient vivre cet instant-là. Alors, pour consacrer la cérémonie en elle-même, Charles III justement avait essayé de prendre les devants pour expliquer qu'il devait y avoir de grandes différences entre sa cérémonie d'intronisation à lui et celle de sa mère, par exemple, sur le nombre d'invités. Il faut savoir qu'en 1953, 8000 personnes avaient été invitées à l'abbaye de Westminster pour assister à cette cérémonie. Il y en a 4 fois moins pour le sacre de Charles III, à peine 2000 personnes, dont le président Ali Bongo faisait partie des invités de marque de cette cérémonie-là. Et puis, chose très importante, étant donné que c'est un monarque, donc toutes les têtes couronnées de la planète étaient évidemment présentes lors de cette cérémonie. La liste est très longue. Ceux qui s'intéressent vraiment à ces questions-là peuvent facilement retrouver la trace de la liste de ces invités-là sur Internet. Et puis, donc, lui, il avait dit qu'il voulait faire une cérémonie low cost, donc il a diminué le nombre d'invités.
l'abbaye de Westminster, qui en général, elle est rénovée totalement pour accueillir ce genre de cérémonie. On a fait une rénovation vraiment à minima. Même la décoration, c'était une décoration normale. Il n'y a pas eu d'éléments, d'ajouts pour véritablement montrer toute la puissance de la famille royale. Il n'y a pas eu d'énormes fleurs, des tapis très rares, des choses comme ça, non. C'est vraiment l'abbaye telle qu'elle est, de manière très simple, qui était là. Et puis, surtout, évidemment, il y a le bal qui a été donné, le dîner de gala qui a été donné en fin de soirée, après la cérémonie de sacre, ça aussi, avec un nombre d'invités vraiment triés sur le volet. Et le lendemain, il y a eu, enfin, avant de parler du lendemain, donc du Big Lunch, il y a eu évidemment la traditionnelle photo de famille. Et là, lorsque l'on la regarde, on a pu constater qu'il y avait 2 absents, et pas des moindres. Il y avait le prince Andrew, qui est le petit frère du prince Charles, parce qu'il faut savoir qu'Élisabeth II avait 4 enfants. Donc, il y avait Charles l'aîné, tu as la princesse Anne, tu as le prince Andrew, et tu avais le prince Édouard. Donc, seuls Anne et Édouard étaient présents au balcon lors de la cérémonie, lors de les salutations officielles du roi Charles III devant la foule. Et le prince Andrew, qui avait été déchu de tous ses titres pour des raisons liées à un certain nombre de scandales qui avaient éclaboussé la famille britannique. Donc son frère aîné avait donc décidé de le mettre de côté. Il avait été déchu de tous ses titres de la marine, etc. Donc apparemment, sa déchéance continue puisqu'il était présent à la cérémonie, mais il n'était pas au balcon. Et puis le prince Harry, le petit frère de William, lui aussi, qui avait fait le déplacement depuis la Californie où il vit actuellement. Il est venu sans Meghan, bien entendu, et leurs enfants. Il est venu pour assister au sacre de son père, mais étant donné que lui aussi il a renoncé à l'ensemble de ses titres, et donc protocolairement n'ayant pas un rang très élevé, il était donc un peu mélangé avec ses cousins éloignés qui étaient présents lors de cette cérémonie-là. Et lui aussi, il n'était pas présent, comme je l'ai dit, sur le balcon pour la photo officielle lorsque le prince Charles et la reine Camilla sont venus évidemment saluer la foule. Alors, donc, cette cérémonie, elle a été à minima. Et puis aussi, il faut savoir que dans le contexte actuel, ce qui rend encore et ce qui traduit encore, non pas que les Britanniques dans la grande majorité sont contre la famille royale, non. Des derniers sondages effectués par le gouvernement britannique a montré que 82% des Britanniques restent encore fidèles à la famille royale. Mais c'est vraiment très très loin, par exemple, des chiffres que l'on avait à l'époque d'Élisabeth II. Quand Élisabeth II avait été intronisée en 1953, plus de 90% des Britanniques étaient fidèles à la couronne. Mais ça s'explique aussi à l'image du monarque. Il faut savoir qu'une partie des Britanniques est encore dans la gorge tous les événements liés à Lady Di, donc tout ce qu'elle avait subi au cours de son mariage avec le prince Charles, où celui-là a été, pour certains même, il a une part de responsabilité dans la fin tragique de Lady Diana. Et puis, il n'aime pas beaucoup Camilla, parce que Camilla était d'abord la maîtresse de Charles à l'époque où il était marié à Diana, et avec tout ce qu'il y a eu par la suite, même si elle a su mettre beaucoup d'eau dans son vin, elle a su se rapprocher petit à petit des Britanniques, elle a su également se rapprocher des enfants, notamment William. Mais Harry n'est pas très très fan de Camilla. Il a même dit dans son dernier livre, dans son autobiographie, dans laquelle il tire vraiment à boulet rouge sur la reine. Et donc tout ça fait que, évidemment, c'est une cérémonie qui a réveillé, notamment chez les anti-monarchistes, si on peut parler ainsi, des velléités de dénonciation de cette cérémonie d'un autre âge, etc. Bon, il faut savoir que les règles avaient été très strictes, il n'y aurait aucun débordement qui serait accepté. Il y avait à peu près 13 000 policiers qui ont été déployés tout autour de l'abbaye de Westminster pour tenir à l'écart vraiment très loin
ceux qui voulaient manifester, parce qu'il y avait des Britanniques qui voulaient manifester ce jour-là, d'abord contre la vie chère, et deuxièmement pour dire que en 2023, on n'a plus besoin d'une monarchie. Il y a même eu dans The Guardian, qui est un grand quotidien britannique, qui est considéré comme un quotidien de centre-gauche, dans lequel il y a eu véritablement une diatribe, si on peut dire ainsi, lancée contre Charles III et la monarchie, en expliquant qu'en 2023, on n'a plus besoin d'une monarchie, que par exemple la France a abandonné la Chine en 1848, et le palais de Versailles, c'est le palais le plus visité au monde. Donc, bref, les Français avaient compris ça depuis, et donc les Britanniques... Bon, bref, il y a cette critique acerbe-là. Et puis, bien entendu, ça aussi, ça se traduit sur certains chiffres, notamment les chiffres de l'Audima. Il faut savoir qu'à peu près, selon la BBC, à peu près 14 millions de Britanniques ont suivi l'événement à la télé. C'est 2 fois moins que les funérailles d'Elisabeth en septembre dernier. 28 millions de Britanniques avaient suivi l'événement. Il faut savoir aussi qu'en 1953, lorsque Elisabeth II avait été sacrée reine, c'était 34 millions de Britanniques qui avaient suivi l'événement. Donc, ouais, mais là, il n'y avait que la télé à l'époque, là. Oui, il n'y avait que la BBC. Donc, ça se traduit. Et puis, bon, ça, les 14 millions, c'est les chiffres de la BBC. On sait aussi que d'autres chaînes à travers le monde ont diffusé, mais pour le moment, au moment où je parle là, je n'ai pas encore pu avoir les chiffres de ces autres chaînes-là. Mais il est clair que si on regarde à l'échelle de la planète, il y a quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont suivi ce sacre-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont suivi le sacre qui était présent devant leur poste de télévision pour suivre le couronnement de Charles III comparativement aux funérailles d'Elisabeth II aussi, qui avait suscité un grand intérêt de la part des spectateurs britanniques. Donc, bref, grosso modo, donc, on a eu une famille royale qui a essayé plus ou moins d'abord dans le sacre de respecter la tradition britannique dans le process. Et puis il y a aussi malheureusement on n'a pas vu des gestes que les Britanniques attendaient. Par exemple, il faut savoir que le roi, le sceptre qu'il détient, c'est le sceptre qui lui donne le pouvoir de diriger, mais aussi le pouvoir de pardonner. Et donc les Britanniques se disaient qu'en recevant le sceptre royal, dans l'autre partie de la cérémonie, il y a la partie où les membres de la famille royale viennent faire allégeance au roi. On a vu notamment le premier d'entre eux, le prince William, faire cette allégeance au roi-là. On avait espéré qu'à un moment ou à un autre, on devait appeler le prince Harry pour participer à ce rituel-là. Malheureusement, il n'a pas été appelé, mais c'est normal parce qu'il a renoncé à tous ses titres royaux. Donc, il n'a plus un rôle dans la famille royale. Parce qu'il est de sang royal, il est considéré comme un invité lambda. Et donc, dans ce process-là, il n'avait pas... le protocole a donc estimé qu'il n'y avait pas sa place. Et puis, la deuxième chose, c'est que, évidemment, on a vu le prince... il faut savoir que le roi Charles III avait décidé de recentrer aussi la cérémonie sur la lignée de ceux qui devaient lui succéder. Donc, on a vu en priorité le prince William et puis le premier fils du prince William, donc les futurs rois. Donc c'est vraiment autour de ces personnalités-là, donc le prince Charles, son fils et son petit-fils, c'est vraiment autour de ces 3 personnalités-là qu'il avait décidé de mettre en place ce sacre-là. Donc c'est un événement important pour les Britanniques qui a continué hier avec le Big Lunch, donc ces grands repas créés dans les quartiers où les citoyens organisaient leur propre fête de quartier. Et puis aujourd'hui, c'est un jour férié au Royaume-Uni. C'est le jour du grand coup de main, c'est-à-dire qu'après les festivités, maintenant il faut nettoyer la ville, il faut enlever tout le désordre qu'on a pu faire. Et donc c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour férié, alors que juste à côté, bien entendu, il y a le 8 mai 1945 en France, par exemple, on va célébrer la journée de l'armistice. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur le couronnement du roi Charles III. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.